Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce 10e rendez-vous simulation de l'espace ressources simulation en santé. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai la délicate mission ce jour de vous accueillir et de modérer ce rendez-vous simulation en santé qui va porter sur les émotions en simulation en santé avec deux intervenants que je présenterai juste après, Solène Rive et Jean-Claude Grandry. Alors, les émotions en simulation en santé, c'est vrai qu'il nous a semblé essentiel de proposer ce thème, car les émotions, elles font vraiment partie intégrante des facteurs humains et elles vont intervenir dans les processus de prise de décision et d'apprentissage. L'émotion en tant que telle étant une information à la fois pour celui qui la vit et pour ceux qui l'entourent. Et repérer ses émotions et celles des autres, eh bien, c'est des éléments qui vont influencer la prise de conscience de la situation, de l'environnement et vont influencer la communication. Les émotions, c'est tellement important et tellement nécessaire d'être pris en compte qu'au jour d'aujourd'hui, c'est considéré comme un déterminant de santé, au même titre que les déterminants sociaux, politiques ou commerciaux. D'ailleurs, on a un bel éditorial du Lancet, qui est quand même une revue d'importance, qui a créé en 2020, dans le cadre du contexte Covid, une commission spécifique sur la place des déterminants des émotions dans les prises de décision en santé. Dans les prises de décision, qu'elles soient politiques, qu'elles soient par le patient pour ses propres soins, mais aussi dans les prises de décision pour les professionnels dans des situations cliniques bien particulières. Dans cet éditorial que je vous invite vraiment à lire, The Lancet redit, reprécise que la prise de décision, elle ne s'appuie pas que sur un processus rationnel, mais qu'elle va vraiment être influencée par nos espoirs, nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes, notre empathie et nos sentiments. Et ça, c'est étroitement lié à des déterminants politiques et sociaux qui méritent, à proprement dit, leur propre attention. Alors, parler des émotions dans la simulation en santé, bien entendu, c'est aussi prendre en compte des questions de sécurité qui vont permettre d'assurer la meilleure qualité et la sécurité des soins pour les professionnels qui vont demain prendre en charge les patients. Alors, c'est un beau webinaire. Nous sommes ensemble pour très peu de temps, donc nous avons convenu que nous aurons probablement d'autres rencontres sur le sujet. Mais dans tous les cas, dans un premier temps, Solène Rive, que vous connaissez bien, hein, qui est la pilote de l'espace ressources simulation en santé de la région Pays de la Loire, reviendra sur les émotions et des repères de définition et quelques clés pour les identifier dans un contexte, on va dire, commun, puisque les émotions, elles ne régulent pas que notre activité professionnelle, hein, elles nous régulent dans notre vie quotidienne. Donc, une partie introductive faite par Solène Rive. Et bien entendu, on ne présente plus le professeur Jean-Claude Grandry, qui nous parlera bien évidemment des émotions et de la place et de l'enjeu de pouvoir intégrer ces déterminants, puisque je vais parler des déterminants, des émotions dans la simulation en santé. Je modérerai le chat, je reprendrai, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, vos commentaires, interrogations sur le chat et on prendra un temps à la fin du webinaire pour pouvoir interroger nos deux intervenants sur le sujet. Et je laisse tout de suite la parole à Solène pour nous aborder les émotions et les définitions et clés pour les identifier. Merci Noémie. Bonjour à tous. Alors justement, donc pour aborder cette première partie, dans un premier temps, il s'agit de donc définir ce qu'est une émotion. Et d'emblée, la tâche n'était pas facile puisque en fait, on se rend compte que suivant les disciplines, aussi bien en philosophie, sociologie, psychologie et même plus loin les neurosciences, et puis suivant les différents spécialistes qui se sont intéressés à ce sujet, eh bien, on pourrait presque dire qu'il y a autant de définitions que de spécialistes, mais bon, on va s'atteler à la tâche et quand même vous proposer une définition. Donc, en premier lieu, quand on cherche à définir un mot, il est toujours intéressant de s'interroger à l'étymologie du mot. Et donc, émotion vient du latin emovere, qui veut dire mettre en mouvement, ébranler. Donc déjà, en fait, ça laisse percevoir que
il y a en fait, on passe d'un état stable à un état, on va dire, quelque peu perturbé. Donc, ça laisse apercevoir qu'il y a un mouvement probablement du corps, mais aussi des mouvements internes. Donc voilà, nous y reviendrons. Ensuite, si on regarde dans le dictionnaire classique, hein, le Larousse, à émotion, du coup, le Larousse définit une émotion comme une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Bon, déjà là, on peut constater, et on reverra plus tard, qu'il y a un parti pris, puisque il est dit que habituellement l'émotion est provoquée par une stimulation venue de l'environnement, et on verra que ça ne fait pas forcément consensus pour tout le monde. En cherchant encore un petit peu plus, à en savoir plus sur les émotions et pour davantage les définir avec plus de précision, en fait, la définition proposée par Christophe André et François Lelore, qui sont des psychiatres, dans leur livre « La force des émotions », m'a semblé intéressante en tout cas, puisqu'elle permet de souligner les différentes composantes en fait, de l'émotion. Donc, selon eux, la définition qu'ils proposent, c'est que l'émotion, c'est une réaction soudaine de tout notre organisme qui s'exprime sous des formes physiologiques, donc notre corps, cognitive, donc notre esprit, et comportementale, notre action. Et voilà, cette définition m'a vraiment semblé intéressante parce qu'on voit les trois composantes principales et l'aspect tridimensionnel de l'émotion. Alors ensuite, la question qui s'est posée, c'est de savoir d'où viennent les émotions, quelles sont leurs origines. Et donc là, il y a en fait 4 courants théoriques. Et encore une fois, vous allez voir, il n'y a pas un consensus pour dire d'où viennent les émotions. Donc il y a tout d'abord les évolutionnistes, dont le chef de file, si on peut dire, est Charles Darwin, qui dit, en fait, la théorie dit que nous sommes émus parce que c'est dans nos gènes et qu'en fait, les émotions nous sont utiles. Par exemple, voilà, la peur ou même la colère, elles vont nous être utiles parce qu'elles vont nous permettre soit de fuir un danger ou de se défendre. Donc voilà, le message principal de cette théorie, c'est de dire, voilà, nous sommes émus parce que c'est dans nos gènes et que ça nous est utile. Il y a ensuite les physiologistes, donc avec William James, qui est un psychologue américain, qui dit que nous sommes émus parce que notre corps est ému. Donc là, en fait, en premier lieu, en fait, ce serait l'émotion viendrait comment dire, ce serait interne, un marqueur interne. Donc en fait, si on contrôle le corps, et ben, ça nous permettrait de mieux contrôler les émotions. Par exemple, on peut voir que dans certaines pathologies, il y a ces marqueurs en fait, qui sont supprimés et on voit derrière que l'émotion, elle va être supprimée aussi. Ce qui nous permet de ressentir la peur. Si on ne ressent pas la peur d'abord physiquement, eh bien, on ne ressentirait pas l'émotion de peur derrière. Donc, ça peut être utile parfois, mais ça peut aussi être dangereux, entre guillemets, ou en tout cas être porteur de risques. Il y a ensuite les cognitivistes, donc avec à leur tête Épictète, donc un philosophe de l'Antiquité, qui dit que nous sommes émus parce que nous pensons et que en fait penser différemment, ça permettrait de contrôler les émotions. En fait, si on traduit ça, lui, ce qu'il disait, ce ne sont pas les événements qui affectent les hommes, mais l'idée qu'ils en ont. Et l'exemple qui est donné dans le livre de Christophe André et François Lelore, c'est que par exemple, c'est de se dire si on appelle un ami au téléphone, s'il ne répond pas, et bien selon l'idée qu'on s'en fait, on peut être triste parce qu'on pense qu'il ne veut plus nous parler, on peut être inquiet parce qu'on pense qu'il s'est passé quelque chose, ou bien on peut être content pour lui parce qu'on se dit qu'il est occupé et que du coup, il a une vie bien remplie. Donc, en fait, il y a une interprétation et donc les émotions que nous avons, c'est selon l'interprétation que nous en avons, une idée que nous en avons. Et la dernière théorie, qu'on appelle la théorie culturaliste, avec Margaret Mead à sa tête, donc, qui est une anthropologue, dit que nous sommes émus parce que c'est culturel. Donc, en fait, on a appris dans certains contextes à ressentir certaines émotions.
et on va s'adapter, en fait. Et ce que ça nous apprend, c'est qu'il faut être attentif au milieu avant d'exprimer ou d'interpréter une émotion. En fait, une émotion, suivant le milieu culturel dans lequel on est, on ne va pas en avoir la même traduction et on ne va pas avoir appris à se comporter de la même manière. Donc, voilà, en fait, les 4 grands courants théoriques qui nous donnent une idée sur d'où viennent les émotions. Encore une fois, il n'y a pas de consensus. Et puis, on verra plus tard avec le professeur Grandry qu'actuellement, les neurosciences nous donnent également de nouvelles pistes à explorer. Alors ensuite, il est intéressant de regarder un peu comment on peut classifier les émotions. Donc, globalement, dans la littérature, on va retrouver les émotions primaires, donc qui sont les émotions de base, et les émotions secondaires, qui sont les émotions complexes ou mixtes. Et donc, les émotions primaires, en fait, elles existeraient dans toutes les cultures humaines, et aussi chez la plupart des vertébrés supérieurs. Et les émotions secondaires, elles proviendraient d'une combinaison des émotions de base. Donc là, aujourd'hui, on a choisi de vous présenter donc, les 6 émotions primaires. Vous pourrez, quand on lit sur le sujet, on se rend compte que suivant les spécialistes, certains ont donné, on peut retrouver 8 émotions primaires, 4, 5, mais quand même, à l'heure actuelle, il y a un consensus sur 6 émotions primaires qui sont la joie, la colère, la tristesse, la peur, la surprise et le dégoût. Et puis là, on vous donne quelques exemples d'émotions secondaires qui proviendraient de la combinaison des émotions de base. Donc, peuvent être la gaieté, le fait d'être euphorique, furieux, l'agacement, le fait d'être affligé, l'abattement, l'angoisse, la terreur, la stupéfaction, le fait d'être ébahi, contrariété, le mépris, etc. Donc voilà, on peut classifier les émotions en émotions primaires ou secondaires. Et puis, il y a une chose, un outil qu'il est intéressant d'avoir à sa disposition, en fait, pour nous aider à identifier et à nommer les émotions. Ce sont ces outils-là, les roues des émotions. Alors, il en existe plusieurs. Un des premiers à avoir réalisé une roue des émotions, c'est Robert Plutchik, qui est professeur des universités, psychologue américain, mais il y a également Gloria Wilcox, donc une psychothérapeute qui s'est inspirée des travaux du premier. Alors, ce qui est intéressant avec ces outils, c'est vraiment d'enrichir son vocabulaire lié aux émotions, donc avec les émotions primaires et les secondaires qui en découlent. Et ça permet, en fait, quand on veut exprimer ce qu'on ressent, d'être plus fin, d'avoir une expression plus fine de ces émotions. Et ça peut aider à l'identification. Et là, cette diapo, c'était pour vous montrer qu'il existe, bien entendu, comme c'est un sujet complexe, d'autres classifications ont été proposées. Donc, Antonio Damasio, qui lui propose donc, de classifier les émotions donc, en émotions primaires. Donc là, on l'a vu, ça ne change pas en termes de définition, mais il parle lui aussi d'émotions sociales qui se manifestent par rapport à autrui et à l'environnement uniquement, et non par rapport à notre état intérieur. Et les émotions d'arrière-plan qui, elles, sont moins visibles et qui seraient issues de notre état intérieur. Si on cherche toujours à classifier les émotions, on peut aussi très bien parler de valence, une émotion agréable, désagréable. On peut classer les émotions comme ça. Et donc, voilà, encore une fois, un vaste sujet, mais quand même, on retrouve souvent émotions primaires et émotions secondaires. Alors, quelques clés pour toujours poursuivre, pour aider à l'identification des émotions, à la fois pour soi-même, mais à la fois si on est dans la posture de facilitateur ou de formateur en simulation, c'est de s'intéresser aux expressions faciales, donc tout ce qui va concerner le non-verbal, dont les expressions faciales. Donc là, c'est des travaux de Paul Ekman, qui est un psychologue américain, qui est le premier en fait à avoir défini la notion d'émotion primaire et par la mise en lumière en fait de l'universalité de l'expression faciale de ces émotions-là. Donc là, on vous a mis des têtes, la tête d'un monsieur qui exprime ses émotions. Et du coup, là, la petite, c'est de se dire, est-ce que je sais reconnaître les émotions associées à chaque expression que je peux voir ?
Alors, je vais passer quand même assez rapidement, mais là, bon, voilà, on peut voir les émotions, les 6 émotions primaires: joie, tristesse, colère, surprise, peur et dégoût. Et puis, bah, quand on est dans la vie de tous les jours ou bien en formation, c'est quelque chose auquel il est intéressant d'être attentif, puisque ça se manifeste effectivement comme ça. D'autres pistes pour identifier, d'autres clés pour identifier les émotions, c'est d'être attentif aussi à l'intonation de la voix. Quand on est en colère et quand on a peur ou quand on est triste, le gradient de l'intonation de la voix ne va pas être le même. De même que la posture que l'on va adopter dans l'espace, comment on occupe l'espace, le corps occupe l'espace, suivant qu'on soit triste, donc on est un peu plus recroquevillé, qu'on ait peur, qu'on soit surpris, qu'on soit dégoûté, ou la colère, et là la joie n'est pas représentée, mais on pourrait imaginer quelqu'un qui saute sur place, eh bien ça va pas on va pas le visualiser dans la posture du corps de la même façon. Donc c'est aussi un indicateur pour identifier les émotions. Et puis on parlait, donc cette posture peut être comment on occupe l'espace. On peut aussi parler des sensations corporelles et de se poser la question, quand je ressens voilà, une des 6 émotions primaires, là, où est-ce que ça se passe dans le corps? Il y a une étude finlandaise qui a cherché à cartographier où se situaient les émotions dans le corps. Alors, c'était une étude où ils ont interrogé plus de 700 personnes, mais c'était déclaratif, en fait. Ils disaient où c'était. Alors, bon, c'est intéressant de se poser cette question parce que, par exemple, souvent, on peut dire la peur au ventre. Ben, souvent, quand on a peur, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être localisé souvent plus au niveau du ventre. La colère, ça peut être quelque chose qui va crisper et être au niveau des mâchoires. Voilà, c'est de se poser la question où est-ce que ça se situe pour moi, en tout cas, pour aider toujours à identifier les émotions. Et puis, pour terminer, toujours quand on s'intéresse à ce sujet, dans la littérature et puis voilà, dans les recherches, souvent dans le domaine de l'éducation et puis tout ce qui est lié à la parentalité, c'est beaucoup intéressé aux émotions, comment les identifier et les exprimer et les réguler. Et donc là, je vous ai mis un petit tableau, donc c'est à destination des enfants, mais que j'ai trouvé intéressant avec les 6 émotions primaires, où on voit bien en fait qu'à chaque émotion sont associées des sensations, des mouvements, quelles pensées peuvent nous envahir, et derrière, il y a aussi la notion de gestion, on peut dire régulation en tout cas, et de besoin, parce qu'en fait, derrière chaque émotion se cache souvent un besoin, et la question qu'on se pose souvent, c'est comment on peut réguler ces émotions. Eh bien, une première réponse, c'est de chercher à identifier quel est le besoin derrière cette émotion. La joie va avoir souvent besoin d'être partagée, la tristesse d'être consolée. Voilà. Donc, c'est d'aller interroger et de chercher en tout cas à répondre aux besoins quand on veut faire un premier pas vers la régulation émotionnelle. Voilà ce que j'avais à dire pour les quelques clés sur le contexte global des émotions et puis leur identification. Et donc, je vais donner la parole au professeur Grandry. Merci Solène. Donc pour les participants, n'hésitez pas à poser vos commentaires ou questions sur le chat, on les reprendra à la fin du webinaire. En tout cas, Solène, on voit à quel point les émotions font partie intégrante de notre quotidien et on comprend aisément qu'il est nécessaire de les prendre en compte à la fois dans les pratiques professionnelles, mais aussi dans les apprentissages. Donc, sans transition, Jean-Claude, je vais te passer la parole pour que tu nous évoques, tu nous donnes des pistes. Je crois qu'il y a des travaux sur le sujet qui sont particulièrement passionnants. Et puis, je serais aussi très intéressée d'avoir ton avis sur le fait que les émotions fassent partie intégrante des déterminants de santé. Je te laisse la parole, Jean-Claude. Oui, merci, Noémie. Oui, tu l'as dit tout à l'heure en introduction. Je crois que c'est un sujet que je pense capital, je ne suis pas le seul.
mais je veux dire qu'à l'occasion de ce webinaire, j'ai travaillé le sujet, je me suis dit, il faut pas laisser en l'état actuellement la formation des gens en ce qui concerne les émotions. Juste rapidement pour vous dire que quand j'ai fait la bibliographie pour ce travail, je me suis inspiré largement de ce livre de Joseph Ledoux, qui est un des papes des émotions et cerveau, hein, neurosciences. Il travaille à New York, ce monsieur, il a fait des publications remarquables. Et ce qui m'a intéressé d'emblée quand j'ai commencé ce livre, c'est-à-dire qu'il pose des questions vraiment essentielles. Et je vous insiste vraiment à le lire, à le découvrir, en sachant qu'il date déjà un petit peu et que sur le plan des neurosciences, c'est un petit peu daté. Alors, juste un petit mot pour vous dire que les neurosciences jouent un rôle absolument capital dans les émotions et que, enfin, dans l'explication, pardon, des émotions. Alors, ce sont des images d'IRM fonctionnelles que je ne vais pas vous détailler. Simplement, regardez mon petit schéma du haut parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a des éléments anatomiques essentiels du cerveau. Et une des premières, c'est l'amygdale. Alors, ce n'est pas les amygdales palatines qu'on a dans la gorge, vous le savez, c'est les amygdales du cerveau. Et cette partie du cerveau est absolument capitale dans ce qui concerne les émotions, la mémoire, etc. Et puis, il y a tout un circuit que je n'ai pas le temps de vous détailler, mais oui, on a un circuit là qu'on voit bien, qu'on a appelé parfois circuit Papez dans le temps, qui comprend l'hippocampe, qui comprend beaucoup de choses, mais également, vous voyez que ça rejoint l'hypothalamus et l'hypophyse. Pourquoi c'est capital? Parce que c'est l'hypophyse qui sécrète un certain nombre de substances. Et évidemment, pourquoi notre cœur s'accélère, pourquoi notre pression augmente? Eh bien, tout ça se fait en quelques millièmes de secondes à partir de sens, en fait. Hein. Et vous voyez que cette zone amygdalienne est minuscule. Ces zones sont minuscules. Alors, ce qui est intéressant, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de vous décrire tout ça, c'est en pathologie. Il y a des cas cliniques exceptionnels qui ont été décrits, où le cerveau, par exemple, est coupé en deux en traumatologie. Et là, on a des anomalies de transmission entre les deux côtés, etc. Pourquoi je vous parle de ça, de transmission? Parce qu'aujourd'hui, le sujet qui intéresse beaucoup les neuroscientifiques, c'est les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, en particulier la peur, a été beaucoup étudiée toujours par l'équipe de Joseph Ledoux. Oui, je vais passer là-dessus pour l'identification des émotions faciales. On retrouve en IRM fonctionnel les zones activées par les émotions et qui se traduisent au niveau de la face, comme vous l'a décrit Solène à l'instant. Mais surtout, ce qui est très intéressant, et ça, c'est un travail nord-américain relativement récent, qui montre les réseaux de neurones en fonction des émotions. Alors ça sera beaucoup trop compliqué, on aura moins pour 1 heure à décrire tout ça, mais c'est un sujet absolument passionnant, et je pense qu'à terme, on pourra, l'angoisse qu'on peut avoir, l'émotion d'angoisse qu'on peut avoir, et peut-être lié au fait qu'un jour, on pourra reproduire artificiellement les émotions. Alors ensuite, la question qu'on s'est posée, c'est apprentissage et neurosciences et le rôle des émotions. Alors, je ne vais pas détailler encore une fois, nous n'avons pas le temps, les 4 piliers de l'apprentissage, mais qui ont été parfaitement décrits, hein, vous savez, et que sont l'attention, l'engagement actif, le retour d'information, la consolidation. Alors l'attention, vous savez qu'il faut être captivé. Quand on est captivé, on apprend mieux. Quand on a envie, quand on s'engage, évidemment, on apprend mieux, on retient mieux. On parlera de la mémoire tout à l'heure. Mais surtout, j'insisterai sur la consolidation. Et Stanislas Dehaene, qui est aussi un neuroscientifique de renom français, hein, il a une phrase que je trouve remarquable, c'est pour mémoriser une information, notre cerveau a besoin de 3 passages au minimum. Et pour intégrer de nouvelles habitudes, il a besoin de 21 jours. Ça, c'est pour ce qu'on retient. Alors, les émotions également, parce que les émotions, évidemment, participent, et ça explique pourquoi, dans les publicités que vous voyez à la télévision, eh bien, elles sont répétées. Et le soir, quand vous êtes devant la télévision, vous voyez au moins 3 fois la même publicité, ce qui fait que vous allez finir par la retenir. Et ce qui est intéressant, et ça, bon, là encore, ça sera trop loin d'écrire, mais vous avez cette petite image pour dire que les émotions agissent à tous ces niveaux, à tous les niveaux de l'apprentissage. Alors, on dit classiquement, il y a aussi, je vous parle de mes références, mais j'ai récupéré ce livre, ça s'appelle Émotion et cognition, il est passionnant, il y a beaucoup de choses dedans. J'en suis beaucoup servi et je vais essayer de vous le résumer, certaines parties, bien sûr.
Alors, on dit qu'il y a des émotions négatives sur le processus d'apprentissage, ça vous le savez, bien sûr, l'anxiété, le découragement, l'ennui, tout ça est vrai. Et puis les émotions positives, que sont l'enthousiasme, l'espoir, la fierté. Si vous avez du plaisir à lire, vous allez plus se retenir et avoir des émotions, je vais dire, de base. Mais la question qui se pose, c'est que tout ça n'est pas toujours vrai. C'est loin d'être toujours aussi simple. Parfois, l'anxiété peut avoir un effet positif sur le processus d'apprentissage. Et ça dépend, on va le redire rapidement tout à l'heure, mais ça dépend beaucoup des individus, de votre capital génétique et puis de votre capital épigénétique, bien sûr. Alors, un des sujets essentiels et qui m'a beaucoup intéressé et que je vous livre, c'est l'émotion et mémoire. Alors, les émotions peuvent améliorer la mémoire. Quand vous lisez un texte, que vous voyez une scène triste, vous devenez triste. Quand vous voyez une scène de violence, aussi, vous pouvez devenir violent. Et on voit les conséquences parfois sur les gens qui regardent beaucoup la télévision. Et puis, il y a des choses, il y a beaucoup de choses, mais les émotions peuvent dégrader et modifier la mémoire. Ça, c'est tout à fait intéressant. Dans la mémoire ancienne, par exemple, eh bien, quand vous avez assisté à quelque chose, mais que vous aviez, par exemple, vous étiez très triste à ce moment-là, eh bien, ça peut modifier complètement la mémoire qui va ressortir de votre cerveau. En revanche, je vais vite, pardonnez-moi, mais il y a tellement de choses à dire. La mémoire flash, vous savez certainement ce que c'est. À peu près tout le monde se souvient où il était au moment des tours jumelles de New York, hein, des attentats. La plupart du temps, vous vous en souvenez. Puis vous avez des mémoires flash comme ça sur des événements précis qui vous ont beaucoup marqué. Bon, je vais passer rapidement. Simplement, le tunnel amnésique est un sujet important. Parce que, un exemple qu'on trouve dans la littérature assez souvent, si vous êtes attaqué par quelqu'un, malheureusement c'est un peu d'actualité, avec un couteau ou un pistolet, eh bien quand vous allez faire votre témoignage, eh bien vous décrirez le couteau, mais vous ne direz pas la couleur des cheveux de votre agresseur, par exemple. C'est-à-dire que vous êtes fixé un détail et votre émotion a permis de fixer le détail dans la mémoire. Tout ça passe par l'amygdale, hein, c'est assez impressionnant. Mais il faut vous dire que tout ça est extrêmement variable, c'est pour ça que les études sont très difficiles à interpréter. Il y a des différences individuelles majeures. Il y a des variations en fonction de l'âge. Évidemment, quand on vieillit, on a d'abord l'expérience, la mémoire est parfois altérée, les émotions ne sont pas les mêmes parce qu'on a pu éventuellement les travailler, on en dira un mot tout à l'heure. Et puis de même la fatigue. La fatigue, ceux qui ont cette expérience par exemple en garde, lorsque vous êtes en garde, vous arrivez au petit matin, vous êtes vraiment fatigué, envie de dormir, eh bien vous avez forcément des trous de mémoire, les émotions ne sont pas les mêmes, vous ne réagissez pas par exemple devant un patient de la même façon. Donc comme disait Noémie en introduction encore une fois, je pense que ceci a une importance capitale dans les soins aux patients dans de nombreuses situations. Alors, il y a d'autres choses, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, la capacité de jugement, la capacité de raisonnement. Là encore, dans ce livre, ceci est bien décrit. Mais la prise de décision, je m'arrêterai là parce que quand on prend une décision, on prend avec certaines émotions, qu'elles soient anciennes, qu'elles soient récentes. Et ça, c'est important parce que quand on prend une décision, on a l'influence de la mémoire, des émotions passées, etc. Il y a également l'influence de l'état émotionnel du moment. Si vous avez à prendre une décision, je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes triste, si vous êtes en colère, la décision, et on dit toujours, vous savez bien qu'il ne faut pas prendre une décision quand on est en colère, bon, ce n'est pas un hasard. Et puis enfin, cette contagion émotionnelle, dont je redirai un tout petit mot tout à l'heure, est décisionnelle, elle est capitale. Et elle est capitale parfois à très haut niveau. Par exemple, si on prend l'exemple du Covid, il y a eu des contagions émotionnelles majeures à tous les niveaux de notre société, bien entendu, mais des contagions aussi décisionnelles. Par exemple, au niveau de l'Europe, il y a eu des mêmes décisions prises sous l'effet sûrement d'une émotion de la population, etc. Et ces contagions décisionnelles ont été à peu près la même chose, sauf certains pays, par exemple en Europe, et vous savez comme moi, c'est vraiment que certaines décisions n'ont pas été très bonnes. Alors, je passe maintenant pas à un autre sujet, mais là je rentre plus dans la simulation.
Et je m'étais intéressé à savoir comment on étudiait les émotions en simulation. Alors, il y a quelques travaux, ils ne sont pas extrêmement nombreux. Il y en a, celui-là, j'ai retenu parce que c'est l'étude des émotions avec des simulations de conduite automobile. Alors, je ne détaillerai pas, vous voyez, les détections techniques avec des capteurs, etc., la reconnaissance faciale, etc. Bon, tout ça, c'est des techniques qu'on utilise largement pour apprécier les émotions dans les différentes situations de simulation. Ce qui est intéressant, vous voyez le résultat, surtout le petit diagramme de gauche, vous voyez que c'est le nombre moyen d'erreurs en fonction de vos émotions. Et vous voyez, je parle d'erreurs de conduite, hein, voire même d'accident. Vous voyez, quand on est en colère, le nombre d'erreurs est évidemment plus important que… Alors, quand on est joyeux, oui, quand vous voyez, quand vous écoutez une chanson un peu bruyante en conduisant, eh ben, vous pouvez aussi avoir des bruyantes. Quand j'ai bruyante et vous êtes heureux, et puis vous sautez sur le siège, enfin pas trop souvent, j'espère, et vous voyez que ça peut influer sur vos comportements de tous les jours. Là encore, je passe sur tous ces sujets, mais ils sont vraiment essentiels parce qu'il y a eu des travaux aussi en simulation en santé. Voilà, par exemple, les émotions aussi ressenties chez des élèves en soins infirmiers. On leur posait beaucoup de questions et on a évalué leurs émotions primaires et on a évalué aussi le sentiment d'efficacité personnelle. Mais vous voyez que, par exemple, alors c'est une situation imprévue qui arrive en simulation. Vous voyez que la surprise, c'est normal, arrive en premier. Mais après arrive l'embarras, vous voyez, puis peur, malaise, etc. Donc, c'est intéressant, et aussi on le redira peut-être rapidement tout à l'heure, c'est intéressant de voir que les émotions sont constantes dans la vie de tous les jours, on le sait, mais également en simulation, bien sûr. Alors, pourquoi on a des émotions et pourquoi on les exprime? Alors, évidemment, en simulation, bien sûr, toujours, puisqu'on est dans ce cas-là maintenant, la simulation suscite des émotions, bien entendu. Ceux qui la pratiquent tous les jours le savent. Et donc, ça peut améliorer ou diminuer la capacité d'apprentissage. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La question qui se pose en simulation, c'est que avant vous savez, il y a 3 phases, réaction, analyse, synthèse. Et toutes les études, c'est pour ça qu'on a choisi ce trio qui se suit, c'est parce que toutes les études ont montré que si on n'évacue pas les émotions dans la première phase de briefing, on va avoir des difficultés dans la phase d'analyse et évidemment dans la phase de synthèse. Et donc, parce que là, si par exemple un apprenant réussit mal sa séance de simulation, il va être complètement envahi par ses pensées, par ses émotions. J'ai mal fait, je ne suis pas bien, le patient aurait pu mourir, dans la vraie vie, ça peut m'arriver, etc. Donc, il sera beaucoup moins impliqué, à la fois dans la phase d'analyse, mais aussi dans le débriefing. Et puis, l'élément très important, c'est qu'il est parfois très difficile de recueillir les émotions à chaud. Et c'est pour cette raison parfois que on dit souvent qu'il faut faire le débriefing un peu à chaud tout de suite. Alors, à une époque, dans le centre de simulation que je dirigeais à Angers, la salle de simulation était à un étage et la salle de débriefing à un autre. Et en fait, les gens parlaient de leurs émotions déjà dans l'escalier, en montant en salle de débriefing. Et finalement, on se disait, c'est pas bien, je ne suis pas sûr. Parce qu'en fait, déjà, ils exprimaient leurs émotions et quand on leur demandait en salle de débriefing, eh bien, ils pouvaient mieux les exprimer. Parce qu'on ne peut pas, à moins d'être très habitué, on ne peut pas exprimer ses émotions comme ça parce que l'expression verbale des émotions est capitale et ça dépend de 3 conditions. D'abord, pour exprimer une émotion, il faut être conscient de ce qu'on éprouve. Il faut dire « je suis en colère »,« je m'aperçois que je suis en colère ». Très souvent, quand vous êtes en colère, quand vous avez peur, vous n'avez pas le temps de vous dire « j'ai peur ». Mais il faut pourtant essayer d'avoir ce recul qui permet d'être conscient de son émotion. Ensuite, en simulation, quand vous êtes conscient de vos émotions, il faut choisir de le dire, de l'exprimer. C'est le 3e point, il faut choisir d'exprimer ce qu'on ressent et le dire clairement. Et ça, je peux vous dire que c'est une habitude. Alors, les gens qui sont habitués à ça le font assez facilement. Mais on a des difficultés dans beaucoup de situations quand même, et surtout chez les jeunes apprenants, de l'expression des émotions.
Et ça, je pense que maintenant, mais je pensais déjà avant, qu'il faudrait avant d'avoir des séances de simulation, il faudrait qu'on briefe nos apprenants aux émotions et avec le recul des émotions. Alors, autre point important, qui est aussi vraiment important à considérer, bien sûr, vous le savez, c'est l'intelligence émotionnelle. Je ne vous reprends pas les critères d'intelligence, vous connaissez sûrement beaucoup, vous savez que l'intelligence émotionnelle associe l'intelligence personnelle, qu'on a de base, l'intelligence, j'allais dire peut-être génétique, et puis l'intelligence sociale. Les deux points construisent l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence personnelle, il faut être conscient de ses émotions, je viens de vous le dire. Souvent, avoir une conscience, enfin, il faut se connaître soi-même, en fait, c'est ça l'important. Et combien de gens aujourd'hui, et combien de jeunes personnes, mais même des plus anciens, combien se connaissent eux-mêmes? Très peu. Et puis, non seulement il faut se connaître soi-même, mais il faut se gérer. Comment, justement, je vous ai parlé tout à l'heure, on exprime ses émotions, je suis en colère, mais pourquoi suis-je en colère et qu'est-ce que je peux faire pour ma colère? Quelle est la relation avec mes actions, mon pouvoir de décision? Et puis, ça, c'est la base. Et puis après, c'est la connaissance de l'autre. La connaissance de l'autre, ça veut dire qu'il faut considérer l'autre, par exemple, en l'occurrence, eh bien, savoir reconnaître les émotions de l'autre, l'écouter, le regarder, et puis après, elle aussi, l'influencer éventuellement pour qu'il modifie son comportement. Mais j'allais dire, c'est tout un métier. Et en fait, il y a assez peu de gens qui ont une intelligence émotionnelle remarquable. Et puis, on va aller, mais là, je vais passer très vite parce que je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. La compétence émotionnelle, on reprend un peu les éléments dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de ses propres états émotifs, il faut reconnaître et comprendre les émotions des autres. Et puis, alors, il n'y a pas que ça c'est simple. Et donc, à travers les visages et le vocabulaire, il faut reconnaître justement, faire le diagnostic de ses propres émotions, mais surtout des émotions des autres. Et puis alors, une chose importante, et que si j'ai appris en simulation, certainement vous aussi, c'est que l'état émotif interne ne correspond pas nécessairement à ce que vous voyez, que vous diagnostiquez. Il y a des gens qui peuvent exprimer une grande souffrance profonde, une tristesse profonde, mais ils ne l'expriment pas forcément. Le visage, il y a des gens que vous connaissez certainement qui n'expriment pas leurs émotions. Et ce n'est pas facile dans cette situation vous ne pouvez pas forcer les gens. Hein. Et puis, il y a plein d'autres choses, si vous voulez. C'est que accepter ces expériences émotives, c'est-à-dire, encore une fois, les reconnaître, les dompter, les réguler, et puis développer le sentiment d'autonomie. C'est un autre sujet qu'on pourra discuter une autre fois. Alors, en pratique, je vais me répéter, tant pis, il faut identifier ces émotions, c'est-à-dire les nommer. Ensuite, maîtriser ou réguler ses émotions, ce n'est pas simple, mais on peut y arriver, mais c'est tout un travail. Hein. Et on pourra peut-être, justement, dans notre webinaire, savoir comment on fait. Les émotions d'autrui, je vous l'ai dit. Et puis, voilà, faire exprimer les émotions de l'autre, prendre soin de l'environnement, etc. Donc, vous avez compris les messages là que je voulais faire passer. Alors, un petit truc pratique qu'on utilise en clinique plus qu'en simulation. On peut l'utiliser en simulation, bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'acronyme NORS. Alors, NORS, N-U-R-S-E, bien sûr. Hein. N pour name. Et là, vous voyez, par exemple, ça, c'est un patient, par exemple, un patient qui souffre, à qui on vient d'annoncer un cancer. Eh bien, on l'aide à exprimer son émotion et on dit qu'on le comprend. On comprend votre émotion parce qu'on sait que ce moment est très difficile, etc. Ensuite, il faut respecter le patient, respecter son émotion et ensuite respecter les efforts éventuels qu'il fait. Parfois, il ne fait aucun effort parce que l'émotion le submerge tellement. Et là, il faut lui dire, écoutez, on respecte votre émotion. Et puis après, on le supporte. Alors, c'est un peu américanisé, c'est-à-dire qu'on le supporte, on l'aide à supporter cette émotion, entre guillemets, voilà. Et puis, exploring, c'est-à-dire on l'aide aussi, si c'est possible. Ça peut se faire en plusieurs étapes. Parfois, l'émotion est tellement intense qu'on ne peut pas faire grand-chose. Vous avez sûrement ça vécu dans votre vie. Mais enfin, cette séquence, qui peut prendre du temps parfois, est utile, c'est utile pour s'en souvenir et l'appliquer au quotidien. Alors, en ce qui concerne le débriefing, parce qu'évidemment, c'est un élément, c'est un sujet capital, comment aborder cette phase de réaction-émotion? Je vous ai dit tout à l'heure que ça avait été des difficultés, ça, dans mon expérience personnelle.
les gens ont du mal à exprimer les émotions. Alors, je pense que souvent les questions que l'on pose en simulation, c'est comment avez-vous vécu ce scénario, comment vous êtes-vous senti, comment ça s'est passé, mais les gens là, avec ces questions-là, ils n'expriment pas leurs émotions. Ils disent oui, oui, bah, écoutez, ça s'est bien passé, oui, je n'ai pas eu de problème, je crois que j'ai bien traité le patient, etc. Mais on n'est pas dans l'émotion, là. Et on va voir dans la diapo d'après que c'est peut-être d'autres questions qu'il faut passer sans pour autant nommer l'émotion cette fois. Et puis un petit détail que je vous livre tout de suite, c'est que habituellement, les plus jeunes, au cours d'un débriefing, on leur donne la parole en dernier. Non, il faut souvent commencer par les plus jeunes. Parce que l'effet Milgram et Janis, que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire que les plus jeunes, en fait, copient un peu les plus anciens et ont tendance à répéter ce que disent les plus anciens. Quand on commence par les plus jeunes, en plus, souvent, ils sont plus malléables, entre guillemets, et quand on les pousse un petit peu à exprimer leurs émotions, ça va mieux. Enfin, c'est des petits détails, ça, mais qui peuvent vous aider si vous faites de la simulation. Alors oui, et quand on essaie d'aller plus loin, il ne faut pas demander explicitement, pas leur demander quelles ont été vos émotions, parce que ça ne marchera pas. Parce qu'en plus, vous allez demander autour de vous quelles sont les 6 émotions que vous ont présentées Solène. Ben, c'est comme les 7 nains. Hein. On va vous citer la joie, la tristesse, mais les autres, non. Donc, à partir du moment où on ne connaît même pas les émotions, alors on connaît la colère, on connaît la joie, si, quand même, enfin, il faut la reconnaître. Mais ça, il y a assez peu de gens qui sont au courant de ça. Alors, ne pas suggérer non plus et qui vous stressez. Alors, j'ai mis cette phrase exprès parce que vous savez que le stress n'est pas une émotion. Hein, le stress est une conséquence de l'anxiété, par exemple, qui est une émotion. Et alors, là aussi, ne pas poser de questions sur les conséquences éventuelles des émotions. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il faut avoir une certaine habitude, faire nommer les émotions et tourner autour du pot. Mais il y a un élément important que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas passer 2 heures sur les émotions. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans cette phase dite de réaction, réactionnelle synthèse, parfois les gens n'expriment pas les émotions, mais par contre, si on fait une phase d'analyse un peu poussée, ils vont à ce moment-là exprimer l'émotion. Et là, vous pourrez débriefer l'émotion. Et c'est souvent dans la phase d'analyse qu'on débriefe les émotions. Alors enfin, dernier point sur le débriefing, c'est des petits points d'expérience, mais vous avez sûrement les vôtres et vous pouvez poser les questions que vous souhaitez. Il arrive parfois qu'on a des émotions violentes. La colère, ça m'est arrivé il n'y a encore pas très longtemps. Alors là, il faut l'écouter, il ne faut pas l'ignorer. Il faut écouter, comprendre. Écoute, je comprends ta colère, mais aujourd'hui, il faut qu'on finisse ce qu'on a commencé là, de débriefer, et puis après, on reviendra vers toi. Rien que dire ça, si vous voulez, ça calme la colère, parce que vous avez exprimé que l'apprenant est en colère. Éventuellement, faire une pause, si c'est une colère vraiment violente, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé aussi de simuler une colère. J'ai parfois demandé à des apprenants, avant la séance, de simuler une colère. Et là, les gens sont complètement étonnés. Et le débriefeur, par exemple, eh bien, il doit justement avoir des réactions. Et quand on forme des débriefeurs, on doit les habituer à ça. L'élément important, c'est que c'est une vraie colère. On va retrouver d'ailleurs dans des émotions tristes. Il faut un débriefing secondaire individuel, savoir ce qui s'est passé, pourquoi cette colère était si intense, etc. Et souvent, on a une explication. Parfois, vous n'y arrivez pas, mais c'est très important de débriefer secondairement. De même que l'émotion triste, il m'est arrivé, par exemple, d'avoir des gens qui éclatent en sanglots lors du débriefing, pour différentes raisons, parce qu'ils ont vécu ça auparavant, parce que ça leur rappelle une situation familiale. Et donc, ces gens-là, il faut les voir après. C'est capital. Il ne faut pas laisser partir dans la nature. Il ne faut pas laisser partir les gens avec des émotions importantes dans la nature après la simulation. Alors, écoutage émotionnel, je vous en ai déjà juste dit un mot, mais elle est importante en simulation parce que ça dépend de l'état affectif du formateur. Si le formateur arrive, qu'il est triste, il s'est en colère, il s'est engueulé avec son conjoint le matin, etc., l'état affectif des apprenants, etc. Et ça, il faut l'évaluer. Il faut que le formateur ait cette capacité aussi, même si c'est lui qui est concerné, d'évaluer les états émotionnels. Mais les états émotionnels, les siens, bien sûr, on commence par ça, mais aussi les apprenants. Et quand vous faites un tour de table, il faut évidemment écouter ce que disent les gens, mais les observer. L'observation, quand on fait un tour de table, est capitale. Et vous voyez les gens tristes, vous voyez les gens qui ont envie de rire, vous voyez, etc. Et ça, c'est un enseignement capital.
Et là, on est dans les neurones miroirs, si on vient dans les neurosciences. Et je vous donne un exemple qui est tout à fait intéressant, c'est le bâillement. Hein, quand les gens s'ennuient, ils bâillent. Et qu'est-ce qui se passe là? Quand vous en avez un qui bâille, vous savez, un bon bailleur, on fait bailler une meuf. Ça, c'est quelque chose qui fait partie, un neurone miroir, contagion émotionnelle. Il part de l'ennui. Donc, le bâillement est un excellent modèle. Et puis, il me reste encore peut-être 2 ou 3 minutes avant la discussion, parce que j'aimerais avoir bien sûr votre avis. Actuellement, je m'intéresse beaucoup à la simulation numérique, parce que vous savez peut-être qu'on est en train de revoir le guide de bonne pratique avec la Haute Autorité de Santé, et je suis responsable du groupe simulation numérique. Je vais vous montrer simplement 3 exemples, parce que j'ai fait une bibliographie aussi, c'est non pas exhaustive, parce qu'il y a de plus en plus de papiers là-dessus. Je vais vous montrer d'abord, je vais vous montrer 3 exemples. Voilà, les 2 premiers, c'est celui-là. Par exemple, bon, je ne vais pas vous détailler, mais vous voyez, c'est les interactions avec un patient virtuel Alzheimer pour la formation du patient. C'est une équipe française qui a travaillé ça. Et vous voyez simplement, là, c'est un logiciel et on peut modifier le visage du patient virtuel Alzheimer et puis faire justement exprimer aux apprenants l'émotion des visages. Je dois vous dire que là, je suis assez scotché, si je puis dire, par la qualité des logiciels existants aujourd'hui. Et j'ai retrouvé un autre travail également français, parce qu'il y a beaucoup de travaux nord-américains, un outil qui s'appelle Tegris, qui est la formation à l'entretien des conseillers pédagogiques dans l'enseignement. Voilà, c'est un peu plus, je vous l'ai montré volontairement, les images sont un petit peu plus grossières, entre guillemets. Il date déjà de quelques années, ce logiciel, mais il a été très, très, très utilisé et ça a été très performant pour les apprenants. Et puis, je voulais surtout vous montrer celui-là avant la conclusion. Ce travail m'a un peu vraiment passionné. C'est un travail qui a été fait par une équipe évidemment excellente, hein, San Francisco, Durham, etc. Et donc, ils ont comparé avec des étudiants, une étude randomisée, hein, l'annonce d'une mauvaise nouvelle à une jeune femme avec une patiente standardisée qui lui ressemblait, et c'était son jumeau numérique, hein, en simulation. Et en fait, eh bien, l'évaluation d'une part de la patiente simulée, la vraie, et d'autre part la patiente numérique, les résultats sont quasiment les mêmes. Alors, les apprenants évidemment, sont conscients que c'est une image numérique, mais en fait, les résultats sont quasi identiques, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour l'avenir. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, si vous voulez, on considérait la simulation numérique utile pour la simulation procédurale, pour les gestes techniques, etc. Et puis on se disait, attends, pour la simulation dite humaine, les patients simulés, etc., là, ça ne sera pas demain la veille. Ben, détrompez-vous, on y est presque aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens ressentent des émotions avec des patients numériques quasiment de la même façon. Et puis, oui, pardonnez-moi, là, une de mes questions fondamentales en simulation, c'est l'application à la vie de tous les jours. Et donc, l'application, j'ai trouvé ce papier qui est récent, qui date de mars 2023, qui est une équipe suisse, belge, et puis j'ai perdu, c'est trois pays, et ils ont étudié chez un grand nombre d'infirmières un peu à distance, les émotions liées à leur confrontation avec les patients atteints de Covid. Bon, je ne vais pas tout vous détailler, je mets la référence en bas, puis vous l'aurez dans le fil de la vidéo. Mais vous voyez qu'ils ont exprimé la joie, la tristesse, la peur, la colère, etc. Et le problème qui se pose aujourd'hui, qui pose dans ce travail, c'est comment on prend ça en compte. Aujourd'hui, il y a énormément de personnels soignants qui ont souffert et qui gardent ça dans leur tête. Alors, je ne vais pas parler du syndrome de stress post-traumatique, bien sûr, mais sans aller jusque-là, ça laisse des traces. Ça laisse énormément de traces et ce qu'on redisait encore tout à l'heure, vous voyez l'impact sur les soins que ça peut avoir. Et ça fait partie de la prise en charge de tous les soignants. Et en conclusion, eh bien, je vous dirais, oui, vous l'avez vu, et je répète un peu, mais tant pis, les émotions influencent beaucoup la mémoire, et ça, évidemment, c'est capital. Ils influencent nos jugements, nos décisions et nos raisonnements, et je vous l'ai dit, à tous les niveaux, même au plus haut niveau. Ça dépend de l'âge, du contexte, de l'activité, etc. C'est pour ça qu'on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux devant les émotions. Hein. Il y a des gens,
dans l'armée, par exemple, ils sont habitués à cacher leurs émotions. Je dis l'armée, mais il y a bien d'autres aussi endroits. Et leur connaissance est primordiale en simulation. Je ne vais pas vous le répéter. Je vous dis, je réfléchis actuellement à l'importance d'une formation aux émotions avant d'envisager les séances de simulation. Comme on pourrait envisager des formations aux émotions pendant l'école, chez les étudiants, avant l'université, etc., etc. Et puis, la petite chose qui me passionne aujourd'hui aussi, c'est qu'on dit souvent que la simulation, pour ceux qui en font parmi vous, on dit que c'est une méthode pédagogique. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas qu'une méthode pédagogique, parce que vous voyez, je vous ai mis à droite, ça c'est pour le fun un petit peu, les phobies. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont des phobies, les araignées, l'agoraphobie, etc. Et la simulation fait partie des méthodes thérapeutiques aujourd'hui. Par exemple, le vertige peut se soigner en réalité virtuelle. La peur de l'avion, l'aérodromophobie, peut être soignée aujourd'hui par la réalité virtuelle, avec des résultats assez étonnants. Donc voilà, je ne sais pas, non, il me reste un peu de temps pour la discussion. Maintenant, c'est parfait. C'est ce que je voulais vous dire. Merci Jean-Claude, c'était passionnant. Je pense que ça amène à chacun, à la fois individuellement et aussi, j'imagine, pour les formateurs et porteurs de programmes de simulation, pas mal de prise de recul par rapport aux pratiques. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées sur le chat, mais pour ouvrir le bal des questions, je vais peut-être t'en poser une. On voit bien l'importance des émotions et de la prise en compte des émotions à la fois dans les pratiques professionnelles, mais aussi dans le processus d'apprentissage. Mais du coup, le formateur doit-il lui-même connaître parfaitement ses émotions? Doit-il être un expert des émotions pour accompagner le professionnel? Parce qu'on voit que ça influe quand même la qualité de l'apprentissage. La question est excellente. Bien sûr, je pense que dans la formation de formateurs devrait être intégrée la formation des émotions. Alors, non seulement la formation du diagnostic des émotions, mais je vous l'ai dit également, la formation presque de la prise en charge et de sa signification. Parce que si on va aussi à l'étage du dessus, il faut savoir qu'est-ce que ça signifie chez le sujet. Ça, c'est une étape très difficile. Lorsqu'un sujet est devant vous éclate en sanglots, bon, alors, on ne va pas demander devant tout le monde pourquoi, mais c'est pour ça que le débriefing secondaire est extrêmement important. Mais il y a une cause, il y a une raison, parfois des raisons profondes. Alors, attention, et c'est pour ça que les questions aussi est très importante, c'est que les formateurs en simulation ne sont pas des psychiatres. Et il y a eu des dérives, il y a eu quelques dérives dont il faut faire très attention. Et pour ne rien vous cacher, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup insisté pour que les psychiatres viennent dans la société francophone de simulation. Et d'ailleurs, on a un pupillage de psychiatrie qui en fait partie là et qui nous a beaucoup appris parce qu'il faut connaître les limites de la simulation. Parce que la simulation peut être un outil, j'allais dire dangereux, le terme est fort, mais c'est un outil puissant. Un outil puissant et qui peut aller dans les fins fonds de la conscience des gens. Donc, c'est pas... Quand on est psychiatre et formateur en simulation, c'est bien. Mais autrement, attention, nous ne sommes pas tous psychiatres ou psychologues. Merci Jean-Claude. La question est très bonne. Quelques questions arrivées sur le chat. Alors, un commentaire par rapport à ta réponse, hein. D'autant plus que les simulateurs patients deviennent de plus en plus réalistes. Et c'est vrai que tu l'as bien souligné avec l'évolution du numérique, avec des présentations là, actuelles qui sont presque, si je peux me permettre, dépassées, parce que quand on voit les possibilités du numérique en termes de reproduction, c'est quand même impressionnant. Mais aujourd'hui, il y a des logiciels qui sont tellement ressemblants au réel qu'on se pose des questions. On se pose des questions. À qui on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse aux jumeaux numériques? Alors, évidemment, en présentiel, ça on connaît en principe, mais en distanciel, sur les écrans, ce n'est pas si évident. Alors, une question pour revenir, tu y as répondu en partie quand tu indiquais que le stress n'était pas une émotion, mais l'anxiété était un de ces éléments. Une question qui est arrivée assez rapidement dans ta présentation de Agne Cogny, si je ne me trompe pas dans
dans le prénom et le nom, en indiquant que l'amygdale était aussi impliquée dans certaines des étapes qui conduisent à l'état de stress. Est-ce qu'il existe des éléments étayés, validés en termes de littérature, qui permettent d'établir le lien entre les émotions et l'état de stress? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Ça a même eu des études en neurosciences là-dessus. C'est-à-dire, voilà, d'abord, le diagnostic est relativement simple, puisqu'il y a eu pas mal d'études en fait, dans le nucléaire. On a mis des tas de capteurs, et en aéronautique aussi, hein. On a mis des tas de capteurs, vous savez, y compris le cortisol salivaire, etc. Et on a montré que le niveau de stress était lié, était objectivé, hein, physiquement, entre guillemets. Et on avait en même temps, dans certaines études, des IRM fonctionnels qui montraient l'activation des zones émotionnelles. Donc là, aujourd'hui, oui, c'est bien documenté. Et il y a des études actuellement, puisque le syndrome de stress post-traumatique est de plus en plus observé, hein, vous savez. Et maintenant, il est de plus en plus observé, je ne sais pas si c'est le terme, mais il est recherché en tout cas. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans tous les événements dramatiques qui surviennent, il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Et je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. Alors, j'ai l'impression, en tout cas, je pense que derrière la question, c'était justement ce processus et comment on pouvait comprendre cette Ouais. progression vers l'état de stress. Alors oui, bah, c'est l'exploration. Alors on en est encore loin. Ce qu'on fait très souvent, et on l'a fait aussi en simulation, c'est la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Ça, c'est relativement simple, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais enfin, quand on a mis des capteurs, par exemple, alors parfois c'était des capteurs qui n'étaient pas forcément fiables, vous savez, des capteurs poignets, etc. Mais ça aussi, il faut être très prudent parce que je me souviens, on avait fait une petite étude où il y avait un apprenant qui était à 130 par minute et qui, alors moi j'avais les chiffres sous les yeux, mais il ne montrait pas ça physiquement. Et c'est extrêmement délicat parce que je ne pouvais pas aller vers lui en disant, mais tu sais que ton cœur est très rapide. Et donc, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que je ne pouvais pas dire ça, bien sûr, mais ça veut dire, vous imaginez aussi les conséquences que cela peut avoir. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on fasse des débriefings avec des capteurs. Alors, là, j'allais encore plus loin parce que si on fait de la simulation numérique avec les téléphones portables, qui peuvent avoir, on pourrait avoir des informations complémentaires. Et ça aussi, c'est un des sujets, c'est pas tout à fait le sujet, mais pas loin quand même, parce que c'est par exemple les Chinois dans les amphis, les gens sont filmés et on peut analyser leurs émotions faciales. Donc, vous voyez jusqu'où on peut aller. Donc, et là après, ça on me l'a raconté, mais je pense que c'est certainement vrai. C'est-à-dire, par exemple, dans un amphi, on voit quelqu'un d'abord qui s'emmerde complètement, quelqu'un qui est complètement ailleurs ou qui dort. Et vous voyez que pour ceux qui surveillent, hein, Big Brother, on peut avoir des interventions extérieures. Et donc, je dis ça parce que ça fait partie des choses dont il faut se méfier. Si on développe la simulation numérique va arriver de façon obligatoire. Et donc, il va falloir être extrêmement prudent à ne pas dévoyer, justement. Alors, c'est là où la question est importante, parce que quand on arrive aux émotions, on arrive au profond des gens, quoi. Et donc, est-ce qu'on a le droit d'aller jusque-là? Je ne sais pas. Que les expriment eux, oui, mais qu'on les recherche chez eux, c'est un autre débat. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des travaux, des programmes de simulation qui travaillent avec des synergologues pour observer, notamment pour les étudiants en médecine, alors plutôt du côté de la gestuelle, mais pour comprendre justement une part des émotions en fait des étudiants. Et alors après, il y a tout un process d'accompagnement individuel, le cas échéant, si l'apprenant est en difficulté. Mais on voit bien l'importance de ne pas simplement les repérer,
mais aussi de les accompagner. C'est tout le problème après, comment les accompagner? Si on a fait un diagnostic, comment les faire suivre? Et ça, j'ai eu ça à plusieurs reprises en simulation. Les gens très fragiles, qui craquent facilement, les gens qui veulent faire médecine d'urgence et qui craquent à la moindre difficulté, ça peut avoir aussi des incidences sur l'orientation professionnelle. Donc, c'est important. Une question d'Anne. Alors, il y a encore 2 autres questions avant qu'on puisse clôturer le webinaire. Une question d'Anne justement sur le formateur. Est-ce que le formateur a intérêt lui-même à faire état de ses propres émotions auprès des apprenants ou doit-il être sur la retenue ou savoir cacher ses émotions? Personnellement, là, cette réponse personnelle, moi, je préférerais que les formateurs cachent les émotions. Parce qu'il ne doit pas. Alors, ça dépend de quelles émotions. Mais le gars arrive à dire non, je suis content, les gars, je viens de gagner au loto, quoi. Bon, ça peut. Bon, j'exagère un petit peu, évidemment, mais je pense qu'il faut rester neutre. Un formateur doit rester neutre idéalement. Ceci étant, parfois, dans certaines situations, il peut avoir, non pas le courage, mais l'honnêteté de dire, bah, écoutez, moi-même, dans cette situation-là que j'ai vécue, j'étais en grande difficulté parce que j'étais en colère, parce que j'étais très triste. Oui, ça oui. Mais les émotions actuelles, vous voyez ce que je veux dire, les émotions anciennes qui correspondent à la formation, oui. Les émotions actuelles, ça peut retentir sur les apprenants. Excuse-moi, Solène, vas-y, je t'en prie. Je me disais par rapport à ce que vous dites là, du coup, est-ce que la question du coup est pas de se poser, est-ce que c'est utile en fait à l'apprentissage et de la séance là, de partager aussi bien que ce soit une émotion passée liée à une situation, ouais. C'est quelle utilité pour l'apprentissage et pour les apprenants? Alors, si, parce que par exemple… Si c'est oui, on peut partager. Oui, mais non, par exemple, oui, bien sûr, oui. S'il y a un apprenant qui vous dit, ben là, j'avais une angoisse majeure devant tel ou tel patient, etc. Ben, tu dis, écoute, je peux te rassurer, lorsque j'ai vécu cette situation il y a 5 ans, 6 ans, j'étais dans la même situation. Et puis après, bon, on va vous expliquer. Alors, vous passez un peu de temps là, en débriefing, par exemple, parce que là, c'est un sujet important là, à débriefer. D'où l'importance quand même de la posture et des compétences non techniques du formateur. C'est vraiment essentiel. Bien sûr. Alors, une question, alors je sais qu'elle va te plaire, Jean-Claude, cette question d'Alan Jadé, sur les perspectives de l'intelligence artificielle sur le volet de la simulation numérique dans la réponse émotionnelle adaptée du simulateur. En gros, est-ce que le simulateur pourra un jour reproduire, capter, interpréter les émotions? Oui. Ouais. Et même lui-même exprimer des émotions. Alors, oui, personnellement, au départ, j'étais dubitatif. J'étais dubitatif, mais là, bon, si vous voulez être honnête aussi avec vous, et vous dites une pensée profonde. Oui, je pense que oui, ça va arriver, mais ça va avoir des conséquences majeures. Et je veux dire, ça m'inquiète un petit peu, parce que ça pourrait avoir, oui, des conséquences sociales, politiques, etc. Mais je pense qu'on va y arriver. Mais le problème, c'est que quand je dis on va y arriver, certaines équipes vont y arriver. Et elles auront une antériorité pendant là, elles pourront faire des expériences. C'est pour ça aussi que, actuellement, vous avez peut-être vu que les Européens en particulier, qui sont en retard, disent qu'il faudra faire une pause. Ben, ils ont raison sur le fond, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Le coup est parti, les Nord-Américains sont largement en avance. Même Elon Musk pense que ça va… Eux, ils ont de l'avance, ils ne nous disent pas tout. Ils ne nous disent pas tout. Oui, un jour, et je dirais, ça ira plus loin, on influence déjà, on influence déjà les émotions dans la société. La télévision nous influence énormément, tous les jours. Pas seulement la publicité, les images qu'on nous montre, les réseaux sociaux, etc. Donc, non, on y va et on va les recréer, mais je pense que c'est assez inquiétant. Et
Ça permet de reboucler avec mes quelques mots introductifs. Et je pense que la question d'une commission portée par une revue telle que The Lancet et un positionnement des émotions comme un des déterminants de santé ouvre aussi des éléments majeurs justement sur la prise en compte de l'influence sur les prises de décision politiques, collectives, individuelles. Et on peut largement se douter que très, très rapidement, cette commission s'intéresse au sujet de la simulation en santé et la façon dont on peut avancer sur les questions de qualité et sécurité des soins par ces déterminants autour des émotions. En tout cas, ça semble un sujet majeur Ah oui. d'hier qui a été vécu. Dis- Pardon, excuse-moi. Non, pas du tout, mais juste un petit détail que observer les séances à l'Assemblée nationale. Je vous dis simplement ça, observez. Alors, vous écoutez d'abord et vous allez voir toutes les émotions, mais c'est surtout la colère, mais aussi l'ennui, il y a beaucoup de choses. Et tu as parfaitement raison de dire que là, c'est au plus haut niveau. Et il y a aussi, il y a de la colère feinte, de la colère simulée. Et ce qui est intéressant aussi, après, si vous avez le temps, vous coupez le son et vous regardez les émotions faciales. C'est tout à fait intéressant parce qu'il y a des gens qui sont, par exemple, la colère simulée, le visage parfois ne correspond pas, mais si vous avez le son, vous ne pouvez pas faire le diagnostic. Vous pouvez faire le diagnostic que si vous n'avez pas le son. Donc, vous voyez les gens qui mentent, par exemple, quand on a une certaine habitude. Bon, voilà, mais on pourra parler pendant des heures. Oui, et d'ailleurs, ça fera probablement l'objet d'autres webinaires. Et c'est très intéressant ce que tu évoques, parce en me connectant, en me préparant à ce webinaire, j'échangeais dans le couloir avec un professionnel de l'éducation à la santé. Et je lui disais, bah, écoute, je me dépêche, je me connecte à un webinaire sur émotion et simulation en santé. Et je pense que je vais revenir le voir parce qu'il me dit, ah, mais c'est très intéressant. Les émotions, moi, je dis souvent que l'émotion, attention, ça peut être aussi de la manipulation. Donc, il m'a donné envie d'aller revenir en discuter avec lui. Et peut-être que ce sera un autre temps de nos webinaires, rendez-vous simulation en santé. On a dépassé un petit peu le timing, mais je crois que c'était vraiment passionnant, engageant. Merci beaucoup pour vos apports respectifs qui ont été vraiment complémentaires. Revenir aux fondamentaux, c'est vraiment essentiel et merci Solène. Merci Jean-Claude de ta prise de hauteur, de nous embarquer justement à prendre du recul et j'espère que ça aura pu questionner, interroger les porteurs de programmes et les formateurs en simulation en santé et qui sait peut-être ouvrir des réflexions sur des modules autour de la gestion des émotions, des questionnements sur les futurs programmes de simulation en santé. En tout cas, nous, c'est un sujet qu'on souhaite porter à Calirel Santé au sein de l'espace ressources simulation en santé. Donc, à très, très vite sur ces thématiques. Et merci à tous. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde. Merci.